L'hydre de la rage. Rosie, la Rosalie des Alpes, prenait un bain de soleil dans la corolle d'un tournesol quand elle sentit trembler sous ses 6 pattes. Le massif de tournesol tanguait de gauche à droite et la terre se fissura à leurs pieds. Puis soudain, un immense lambeau jaillit du sol dans un nuage de poussière, catapultant le pauvre coléoptère dans les hémérocales à 5 mètres de là. Quand elle retrouva ses esprits et put se hisser en hauteur sur un pétale orange, Rosie vit une forme vaporeuse d'une taille impressionnante. On aurait dit un bouquet de corps de serpents ondoyants. En regardant plus attentivement, elle vit comme des gueules de dragons grandes ouvertes. Elle frissonna d'épouvante et fit appeler Mano qui était en train d'arroser les salades dans une allée voisine. « Vite, viens voir! Un monstre à tête de dragon vient de surgir entre les tournesols !» L'écureuil Mano lâcha son arrosoir et bondit par-dessus les parterres. Il s'arrêta net en apercevant le lambeau. « Waouh! Impressionnant! Tu as raison, on dirait des têtes de dragon avec de longs coups de diplodocus !» dit Mano en sautillant d'excitation. L'écureuil était un passionné de dinosaures. Il avait même retrouvé des empreintes de vélociraptor à l'est du synclinal, à côté de celles de son ancêtre lointain, l'écureuil à dents de sabre, qui avait côtoyé les dinosaures au Crétacé. Il se rapprocha encore et remarqua que les 7 coups partaient tous d'un même corps de dragon. Il dénombra 6 têtes, seul le coup du milieu n'en portait pas. Tous les animaux furent très impressionnés par le nouveau lambeau aux 7 coups qui n'arrêtait pas de se contorsionner en tous sens, les gueules grandes ouvertes comme si elles rugissaient silencieusement. Le lambeau était arrivé bien palichon et il devait reprendre des forces. Les animaux se mirent à l'arroser quotidiennement avec du purin d'ortie. Au bout de quelques semaines de soins, le dragon avait déjà repris des couleurs. Des écailles vert émeraude étincelaient sur son poitrail, les pupilles de ses 12 paires d'yeux brillaient d'un jaune intense au-dessus des naseaux rouges qui soufflaient entre les tournesols. Les animaux s'aperçurent bientôt d'un phénomène stupéfiant. Certaines têtes étaient par moments violemment jetées au sol, comme si des épées invisibles venaient de les décapiter. Mais à peine étaient-elles par terre en train de s'évaporer que 2 nouvelles têtes repoussaient à leur place sur chaque coup, si bien qu'au bout de quelques jours, le dragon compta plus de 200 têtes. Un après-midi, alors que Raguse le castor paillait les pieds des tomates pour qu'ils retiennent bien l'eau, il entendit un bourdonnement derrière lui. Il vit alors des frelons sortir des gueules et tournoyer en essaim au-dessus du lambeau. « Quel insecte étrange !» s'exclama le castor en se rapprochant. Il y avait certes de nombreuses abeilles dans le synclinal, mais aucun frelon. Ils déboulaient hors des gueules, leur aiguillon dardé prêt à piquer. On aurait dit que les dragons crachaient leur colère par ces fléchettes empoisonnées. Les animaux cherchèrent dans leurs souvenirs parmi toutes les cousines de l'abeille qu'ils avaient croisées un jour dans les corridors. Mais vraiment, ils n'avaient jamais vu cet insecte endiablé auparavant. Même Hector le rouge-gorge, qui faisait pourtant de nombreuses migrations. « Peut-être que le dragon défend ses têtes contre les épées invisibles en lançant ses grosses abeilles », suggéra Rosie, la Rosalie des Alpes. « Oui, peut-être, » répondit Mano. « Il a beau refaire de nouvelles têtes, ça ne lui suffit peut-être pas pour se défendre. » « Oh là là, elles ont vraiment l'air en colère, ces bestioles !» s'exclama Chafouin angoissé. Il se remémora avec un frisson d'effroi les piqûres douloureuses que des abeilles lui avaient assénées quand, petit, il avait bousculé leur ruche par mégarde. Les seins ne s'éloignaient pas du lambeau et grossissaient à mesure que de nouveaux frelons jaillissaient des gueules. Un bourdonnement permanent emplissait maintenant les jardins du synclinal, inquiétant les petits insectes qui avaient l'habitude de s'y promener en toute quiétude. Bientôt, une forme apparut dans le prolongement du cou du milieu. C'était un buste de femme sans bras, portant une toche plissée retenue à la taille par une ceinture dorée. 2 jours plus tard, un visage fin, qu'on aurait dit taillé dans le marbre, se dessina. « Vous avez vu ?» s'écria Chafouin. « Elle a les yeux bandés !»« Ah oui !» répondit Mano en scrutant le visage. Ce dernier était bousculé par les têtes de dragon qui continuaient à s'agiter en tous sens.
Elle est aveugle ? Demanda Azur le papillon, en esquivant de justesse un frelon. Un rire cristallin s'échappa de la gorge de la femme. Non, je ne suis pas aveugle, je suis impartiale. Je m'appelle Thémis, enchantée de faire votre connaissance. Et elle sourit aux animaux sans les voir. Bienvenue dans le synclinal, lui répondit Cousteau le pic noir avec son ton docte habituel. C'était l'oiseau savant du synclinal, qui se faisait un devoir d'honneur de se tenir à la pointe de la connaissance sur les écosystèmes du monde entier. Tes compagnons crachent de bien étranges abeilles, continua-t-il. Pourrais-tu m'enseigner de quelle créature il s'agit ? Les animaux me harcèlent déjà pour que j'en fasse une conférence à la prochaine pleine lune. Ce sont des frelons. Ils font partie de la même famille que les abeilles. Et pourquoi les têtes sont-elles si en colère ? Demanda Mano. Elles en ont assez d'être décapitées comme si de rien n'était. Elles crient pour qu'on les entende. Pour l'instant, elles recrachent le poison de la rage qui ne doit pas rester en elles. Il pourrait se retourner contre elles sinon. C'est une première étape, mais il faut absolument que je parvienne à dompter les frelons. Il y a bien mieux à faire avec eux. C'est-à-dire ? Demanda Cousteau en redressant bien haut sa calotte rouge, comme il le faisait quand il était très intéressé par quelque chose. Les frelons sont des bêtes extraordinaires. C'est en les observant que les humains ont inventé le papier, qui leur a servi à écrire leurs pensées et toutes les lois dont je suis la gardienne. Le papier ? Mais on ne connaît pas ça ici, dit Chafouin en grattant sa crinière ébouriffée. C'est comme la pierre tendre sur laquelle je grave mes poèmes ? Ça sert à tracer des lignes comme sur de la pierre, mais c'est beaucoup plus léger, et on n'a pas besoin d'appuyer autant. C'est vraiment une invention fantastique. Cousteau était si excité par ce qu'il entendait qu'il battait légèrement des ailes sans s'en rendre compte, l'attention pendue aux lèvres de la femme aux yeux bandés. « Oh, épatant, épatant. Mais quand pourrons-nous commencer à tester cette incroyable invention ? Dites-moi ce qu'il faut faire avec les frelons et je m'y mets sur le champ. » Ils sont dans un tel état de rage pour l'instant que ça va être difficile. Il faut attendre un peu que les têtes se calment, l'essaim sera lui aussi apaisé, et peut-être commencera-t-il à songer à se construire un nid. « Parce qu'ils font du papier dans leur nid ?» demanda Chafouin intrigué. Leur nid lui-même est fait de pâte à papier. Les frelons repèrent des branches de bois pourri, ils les raclent avec leurs mandibules qui font devant comme de grosses paires de ciseaux jaunes, puis ils malaxent les copeaux avec leur salive collante et obtiennent des boulettes de pâte à papier prêtes pour bâtir les murs de leur nid. « Et les humains ont fait comme les frelons alors ?» demanda Rosie. « Presque, mais ils n'ont pas raclé le bois pourri avec leurs dents et mâché la pulpe comme des chewing-gums. » En Chine, ils ont remarqué le travail des guêpes cartonnières, cousines du frelon, dès le IIe siècle. Ils s'en sont inspirés pour fabriquer les premières pâtes à papier avec des fibres végétales broyées. En France, il a fallu attendre plus longtemps, car on s'est contenté pendant des siècles du papier fabriqué avec des chiffons. Mais il était de si mauvaise qualité. Réaumur, un grand physicien du XVIIIe siècle, avait remarqué lui aussi le travail de certaines guêpes. Je garde en mémoire tout ce que les hommes ont écrit. Si vous voulez, je peux vous réciter quelques mots de la lettre de Réaumur à l'Académie des sciences quand il parle de sa découverte. Cousteau ne tenait plus en place. On aurait dit que sa calotte allait s'embraser. « Mais oui, mais bien sûr, allez-y, nous sommes tout oui !» Réaumur est l'un des grands entomologistes français, un des premiers. Alors que ses compatriotes avaient jusque-là sous-estimé l'étude des insectes, il a prononcé ces mots qui ont surpris toute l'assemblée. Les guêpes américaines fabriquent pour construire leur nid du papier très fin. Elles nous enseignent donc comment le papier peut être fabriqué à partir des fibres de plantes sans utiliser chiffon ou tissu. Si nous disposons de fibres semblables à celles que les guêpes américaines utilisent pour fabriquer leur papier, nous pourrions produire le plus blanc des papiers. Et Réaumur a réussi à fabriquer du papier comme les guêpes ? Demanda Mano. Non, il a fallu encore attendre un siècle pour que Keller invente un procédé fiable de fabrication. Les humains mettent parfois longtemps à trouver, mais quand ils arrivent au résultat, c'est fantastique. Sans ce papier de qualité, je n'aurais pas pu travailler dans d'aussi bonnes conditions, c'est certain. Elle tendit le cou vers les seins qui bourdonnaient au-dessus d'elle.
mais ces frelons sont particuliers, car ils surgissent de gorges nouées. En plus de fabriquer de la pâte à papier comme tous les autres, ils écrivent dessus avec leur dard les paroles bloquées qu'ils sentent vibrer au fond des gorges. J'aimerais calmer ces frelons pour qu'ils puissent enfin se mettre à écrire. Thémis regarda tristement ses moignons. Malheureusement, je ne le peux plus moi-même. J'ai été piétinée, tout comme ces têtes infortunées. Moi, ils ne m'ont pas décapitée, mais ils m'ont arraché les bras. Et ils m'ont volé ma balance et mon épée sans vergogne. « Qui ça, ils » demanda Rosie en agitant ses longues antennes. « Ceux qui se croient tout permis, ceux qui s'approprient ce qui appartient à tous, ceux qui prennent sans cesse sans jamais rendre. Ils ont la tête très dure et les dents longues. Je dois être très forte pour m'imposer face à eux. » Manon regarda la racine du lambeau qui s'enfonçait profondément dans la terre entre les griffes acérées du dragon. Quelle puissance ce lambeau dégageait! Thémis tourna la tête à gauche puis à droite, comme pour mieux entendre la foule des têtes de dragons s'agiter autour d'elle. Elle se densifiait régulièrement à chaque nouvelle décapitation. « Je me renforce à mesure qu'elles deviennent plus nombreuses. Dans le monde des humains, on les surnomme les 99%. Elles sont très nombreuses, mais elles ne sont pas encore rassemblées pour parler d'une même voix, et je ne peux rien faire sans cela. » Peu de temps après, les animaux coupèrent la racine du lambeau. Comme tous les lambeaux libérés, il détala aussitôt pour s'ébrouer avec bonheur dans son nouvel espace de liberté. Le dragon élut bien vite domicile dans la prairie sérupine, où coulait la Vèbre, la rivière riante qui traverse le synclinal. Plus les semaines passèrent et plus le lambeau semblait s'apaiser. Les animaux entendaient souvent le rire cristallin de Thémis quand la bête courait de son pas lourd entre les hautes herbes. Les multiples têtes les broutaient goulûment et ne semblaient plus en proie aux menaces de décapitation. Elles ne pensaient même plus à cracher de nouveaux frelons. Les seins, toujours à proximité du lambeau, commençaient à se disperser un peu sur les corolles des boutons d'or et les ombelles blanches des grandes berces. Les frelons s'éloignèrent de plus en plus loin et firent bientôt de véritables expéditions au cœur de la forêt en quête de bois pourri. Un jour, Thémis et la Manon qu'elle avait aperçue au faîte d'un arbre en train de décortiquer une noix. « Manon, viens voir! Les frelons ont presque terminé leur nid de la plus pure pâte à papier. » L'écureuil dévala le tronc et bondit jusqu'au dragon. Quelques 500 têtes broutaient paisiblement à proximité d'un gros nid de frelons en forme de montgolfière. Il avait de très belles teintes marbrées, caramel, vanille, chocolat et café. Une nuée de frelons s'activait autour, allant et venant avec, coincés entre leurs mandibules, des boulettes de papier compactes. « Je vais chercher Cousteau !» s'écria Manon. « Depuis le temps qu'il attend ce moment !» Et l'écureuil détala. 5 minutes plus tard, le pic fit un atterrissage en trombe près du dragon. Certaines têtes surprises se relevèrent en soufflant, l'air menaçant. « Quelle belle œuvre, mes amis! Une sphère parfaite !» s'exclama Cousteau en claquant du bec pour féliciter les frelons. « Je me suis renseigné auprès d'un oiseau migrateur de passage. Il connaissait bien les frelons de son pays et il m'a appris que leur nid était fait avec l'art de l'isolation le plus poussé qu'il soit. 30 degrés en permanence et pas le moindre courant d'air. » Quand elle est toute seule, la pauvre reine des frelons met plus d'1 mois à construire son nid, continua Thémis. Mais là, avec 200 ouvrières, ça s'est fait en 2 semaines. Et comment fais-tu pour lire ce qu'ils ont écrit ensuite ? Demanda Manon. Au bout d'un moment, le nid devient trop petit pour la colonie et elle le délaisse pour en construire un plus spacieux. Alors j'ouvre délicatement ses parois et je découvre les paroles gravées. 2 mois plus tard, Thémis appela les animaux. Les frelons avaient enfin déserté leur premier nid. Parmi toutes les pattes des animaux présents, celle de l'écureuil, avec ses doigts agiles, était les plus adaptées pour ouvrir le nid sans l'abîmer. Manon s'avança cérémonieusement au centre du cercle des animaux, face au dragon. Il creusa une mince entaille avec sa griffe dans la longueur du nid, puis l'ouvrit délicatement comme s'il déroulait un parchemin. Thémis retenait son souffle, et les têtes, étrangement calmes, se tenaient bien hautes, comme si elles écoutaient.
L'écureuil s'assit confortablement sur sa queue enroulée et commença à déchiffrer les mots gravés par les centaines de dards. Ce soir, encore fait les poubelles, trouvé 2 sandwichs entamés et une canette. Demain à Athènes pour toucher ma retraite, une misère après 40 ans à 40 heures par semaine. Pendant qu'il y en a d'autres qui exilent leurs milliards aux Bahamas avec la bénédiction de ces voyous qui sont censés nous représenter. Ceux-là, ils ne savent pas ce que c'est que de devoir lécher les restes de ketchup sur un sachet sorti d'une poubelle pour tromper leur faim. Hier, on était 100 000 devant le Palacio Real. À l'intérieur apéroé, les 1% qui nous piétinent. Chefs d'État, de banques et de grandes entreprises, main dans la main pour continuer la cure d'obscénité. Nouvelle rage de dents à pleurer, mais je les serre. Faut penser au crédit des études à rembourser. Mais pourquoi doit-on payer la culture si cher ? Mépris, placardisé, ils n'attendent qu'une chose, que je démissionne avant de leur clamser dans les pattes. Ils vont bientôt prévoir dès la prise de poste un papier à nous faire signer, déplorant toute responsabilité en cas de suicide. Bienvenue dans notre société de respect et de solidarité. Pas encore eu assez de temps pour finir mon scénario. Ce sale boulot à 1 euro, du bénévolat obligatoire comme ils disent, me prend 30 précieuses heures par semaine. Tout ça pour pouvoir continuer à toucher mes allocs, sans lesquels je ferais les poubelles et dormirais sous les ponts. Mais des fois je me dis, et pourquoi pas ? Si j'ai plus de temps pour faire ce qui me rend heureux. Ils trouvent ça superflu, l'art, la création. Mais ce qui est plus que superflu, mais nuisible, c'est leurs activités spéculatives qui détruisent les liens sociaux, la confiance, l'environnement et j'en passe, rien que pour faire du blé. Moi, je ne leur demande même pas de faire 30 heures de bénévolat dans une maison de retraite, mais juste d'arrêter de nuire, de ne rien faire, stop, arrêtez la casse. La santé de tante Aminata ne s'améliore pas, hier évanouie devant la case. Les médecins de la Croix-Rouge disent qu'elle doit mieux manger, mais depuis qu'Oncle Brahima a vendu ses terres à la Sophie Protéole, Waribana. C'est des cultures de jatropha maintenant. Pas pour faire le savon et l'huile pour les lampes comme nos grands-parents, mais pour les voitures d'Europe. Le village ne produit plus de mil ni de sorgho, les gens vont acheter au grand marché à Bamako, les céréales venues par bateau. Hier, j'ai revendu du tissu, pas assez pour acheter un sac de riz pour tante Aminata. Le prix a doublé, c'est vraiment trop cher maintenant. Tout perdu, travail, toit, santé. Pourquoi ? Parce que certains ont le droit de détraquer l'économie en spéculant, et eux ne subissent rien des conséquences de leur jeu assassin. Je pense parfois à me supprimer, mais j'ai trop la rage. Et avant de partir, je veux que justice soit faite. Mano commençait à ne plus voir bien clair, il y avait encore des centaines de phrases et la nuit tombait déjà. L'écureuil releva la tête pour regarder Thémis. Il vit 2 larmes s'échapper de son bandeau. Autour d'elle, les têtes étaient toujours hautes et immobiles, et leurs pupilles jaunes brillaient intensément dans la pénombre. Les animaux s'empressèrent d'allumer un grand feu de bois, et à tour de rôle, ils continuèrent à lire les phrases jusqu'à l'aube, jusqu'à ce que la dernière parole gravée soit dite. Quand le soleil apparut au-dessus des 3 becs, le lambeau était enfin prêt à retourner dans le monde des humains. Les entendez-vous ? Leur rumeur grossit jour après jour, un peu partout. Leur colère légitime s'apprête à parler d'une seule voix.